Shalom à toutes et à tous, à tous les fidèles de Midreshet Yehuda Manito. On se retrouve avec Georges Pirat pour continuer l'histoire des Juifs de Pologne. Du chassidisme, on a fait, je crois, 2 ou 3 cours. Et je pense que On t'entend mal là, Yoann. de la chassidoute de Lubavitch de Chabad pour ce cours. Bechavot, Georges. Merci beaucoup, Yoann. Bon, alors, bonsoir tout le monde. Et j'ai un carnet de famille, mais ce soir, c'est un peu moins sympathique, puisqu'on déplore le décès de Kim Schneider. Ça fait 15 jours déjà, mais c'était après le dernier cours. C'était une fidèle pendant de longues années. Et malheureusement, elle est décédée, elle était au bout du rouleau. Et donc, on pense bien à Michel et à ses enfants. Je continue tout de suite avec le résumé du dernier cours. Alors, ce que nous avons vu, c'est le Baal Shem Tov. Il n'a pas laissé d'écrit, mais il a réussi ce qu'il voulait. Il a eu une vie qui a servi d'exemple pour ses élèves. Par la suite, il a beaucoup enseigné, oui, mais il n'y a pas d'écrit. Par contre, ses idées, ses pensées ont été réunies dans 2 livres qui ont été extrêmement diffusés et qui ont été rédigés et imprimés par Yaakov Yosef HaKohen de Polne. On en reparlera encore tout à l'heure. Donc, le Baal Shem Tov, on a terminé, et on a vu la première génération qui a suivi. Son successeur, c'est Dov Ber, le Maguide de Mezerich, un nom que vous connaissez. C'était un élève de Rabbi Yehoshua Falk, un très grand érudit qui était fortement opposé à la chassidoute, au Baal Shem Tov, jusqu'à ce que malade, sa femme le pousse à aller voir le Baal Shem Tov, qui le guérit partiellement, pas entièrement, mais qui le rend adepte des idées du chassidisme, adepte à tel point qu'il va succéder au Baal Shem Tov. Il va travailler pendant sa vie en binôme ou en trinôme, c'est plus juste, avec Rabbi Yaakov HaKohen de Polne, que je viens de vous mentionner, et Rabbi Pinchas de Koretz. Voilà, alors, c'est un homme extrêmement érudit, je parle du Maguide de Mezerich. Il a posé le principe du tzaddik, donc ce juge, cet intercesseur, c'est quelqu'un qui sort complètement de la norme. Il a également changé quelques règles de la tfila et également des règles de la shrita conformément aux prescriptions du Hari. Et puis, ses adjoints, ou c'est pas des adjoints, ils sont vraiment de même niveau, Rabbi Cohen de Polne et Rabbi Pinchas de Koretz, vont eux se charger de la diffusion de la pensée chassidique et à eux 3, ils vont convertir ce petit mouvement local en un mouvement de masse, notamment par l'envoi de shlichim, de délégués, qui vont partir un peu partout, apporter ces nouvelles idéologies. Le chassidisme est mis au Kherem en 1772 et le Maguide de Mezerich va initier une véritable disputation avec les mitnagdim qui s'opposent catégoriquement à ce mouvement. C'est très violent à ce moment-là. Il décédera d'ailleurs la même année, en 1772. Ça, c'est le premier. Alors, en parallèle, en binôme, on vient d'en parler, Rabbi Yosef HaKohen de Polne, qui a une vie très, très mouvementée. Il explique les enseignements du chassidisme, donc toutes les idées du Baal Shem Tov, dans ces fameux 2 livres qui s'appellent Toldot Yaakov Yosef, qui sont publiés à Koretz en 1780. Il y explique les principes du chassidisme et il y a un retentissement énorme dans la population polonaise, à tel point d'ailleurs que les mitnagdim ne sont pas contents du tout. On va aller jusqu'à commettre des autodafés des livres qu'il a commis, y compris le Gaon de Vilna qui appelle à la destruction de ces livres. Voilà, on reviendra sur cette histoire-là plus tard. C'est lui qui a introduit, Rabbi Cohen de Polne, qui a introduit l'importance de la Seudat Shlishi. Vous savez que c'est très important dans le milieu chassidique
il y a on fait une très grande séouda autour du Rav, et puis on essaie d'avoir quelques miettes de son assiette, etc. C'est toute une tradition, et c'est lui qui a introduit cette habitude. Autre Rav de la première génération, Rabbi Elimelech Weisblum de Ligensk. Je ne rentre pas dans les détails, c'est juste un rappel de ce que nous avions vu. Lui, c'est un des tout premiers tzadikim, c'est un des successeurs du Maguid, avec son frère qui s'appelle Menachem Zusha. Et ces deux hommes sont réputés extrêmement brillants dans l'étude du Talmud, et on les a appelés, c'est quand même pas banal, Achim Akedoshim, les frères saints. C'est dire le niveau de connaissance talmudique de ces deux frères. Rabbi Elimelech Weisblum succède au Maguid. Les élèves du Maguid vont se disperser et chacun dans son coin, pas tous, mais un certain nombre d'entre eux, vont fonder des dynasties de Chassidoute. Et puis lui, il s'installe à Lejask, qui deviendra le premier centre très important de la Chassidoute en Pologne. Alors, à ses yeux, la Chassidoute a essentiellement un rôle social et religieux. Il a beaucoup d'élèves et un certain nombre d'entre eux vont devenir des rebbe, donc des tzadikim, et créer ces fameuses cours. Le prochain, qui est toujours de la première génération, c'est Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. C'est tous des noms que vous avez déjà entendus, ce sont des noms qui sont très réputés, qui sont connus. Alors, ce n'est pas toujours ce que ça contient, mais ce sont des gens réputés. Alors, Rabbi Yitzhak Menachem Mendel de Vitebsk, lui, il décède, on n'a pas la date de naissance, mais ce qu'on sait, c'est qu'il décède à Tibériade en 1788. C'est un élève du Maguid de Mézérich et il va prôner la chassidoute en Biélorussie et en Lituanie, où il sera évidemment en lutte permanente avec les mitnagdim. Il va essayer d'être reçu par le Gaon de Vilna à 2 reprises et le Gaon refuse de le recevoir. Il y a une attitude là du Gaon de Vilna, nous en reparlerons plus en détail, mais qui est quand même très surprenante. Elle dénote pas du tout que le Gaon est quelqu'un, c'est une sommité. Ça signifie, ça dénote vraiment qu'il avait terriblement peur de ce qu'était ce mouvement. Voilà. Alors, devant le refus du Gaon de Vilna, il partira par de Menachem Mendel de Vitebsk, qui part à Jérusalem avec 200 ou 300 chassidim. Il est rejeté de Jérusalem par les mitnagdim qui sont à Jérusalem et finira par s'installer à Tibériade, où il crée une synagogue et tout un centre. Le prochain, on est toujours dans cette première génération, encore un nom que vous connaissez, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, lui aussi une personnalité connue. Ses dates, c'est 1740-1810, on est toujours dans cette période du 19e siècle. Il est extrêmement brillant dans l'étude du Talmud, à tel point qu'on lui a reconnu le titre de Ilouï, prodige. Et ça, c'est un titre qui est rarement décerné. Ilouï. Alors lui, il a une histoire intéressante, enfin, qui illustre ce qu'on faisait très souvent. Il épouse la fille d'un monsieur qui n'est pas très savant, mais qui est très fortuné. Et pour ce monsieur, c'est un véritable honneur d'avoir comme gendre quelqu'un de très érudit. Donc, il va épouser la fille de l'intendant du prince de Yaroslav, sauf que le brave monsieur, qui est effectivement fortuné, mais il y aura un revers de fortune, ça arrive, il risque la prison et son gendre va faire une tournée pour ramasser de l'argent pour éviter que son beau-père ne soit emprisonné. Chose extrêmement rare dans le chassidisme, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev était chassid et posek halacha. Donc, il avait l'autorité de trancher les problèmes de loi juive de halacha. Il est rabbin à Pinsk, et là, il nous enseigne ouvertement la chassidoute. Puis, lui aussi se heurte à l'opposition des mitnagdim. Il est obligé de démissionner à plusieurs reprises. Finalement, il arrivera en 1785 à Berditchev, tout son nom, où il lutte là-bas moins contre mitnagdim que contre la Haskalah, contre le mouvement des Lumières qui est en train de prendre pied en Pologne et en Russie, surtout en Pologne. Voilà. Alors, à son décès,
C'était vraiment une sommité. Rabbi Nachman de Braslav, encore un nom que vous connaissez, que vous avez déjà entendu, dit, et je rappelle sa phrase parce qu'elle est vraiment magnifique, quiconque a des yeux pour voir peut constater que la lumière de l'univers s'est éteinte. C'est absolument remarquable comme compliment au décès de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il n'a pas créé de dynastie, on l'a appelé l'amant d'Israël, tellement il était proche et amoureux de chaque juif. Il dit que l'enseignement doit se passer dans la douceur et il faut encourager les jeunes par de bonnes paroles. Et nous avions terminé le cours sur l'histoire que je vous avais racontée de ce juif qui fume le jour de Shabbat et où Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, au bout du compte, quand ce juif lui dit ben oui, je sais qu'on n'a pas le droit de fumer Shabbat. Il se tourne vers le ciel et dit, tu vois, Kadosh Baruch Hu, même le plus mécréant de tes enfants est incapable de mentir. C'est une très belle illustration parce que ça nous montre que dans la chassidoute, on cherche à trouver la plus petite étincelle de beauté chez le juif en face de nous. Qu'il soit religieux ou pas religieux, leur importe peu. Il y a beaucoup de choses très très morales, on reviendra à en parler, et voilà. Donc nous en étions là, et on va continuer notre galerie de portraits avec le prochain qui est, alors c'est la génération suivante déjà, c'est Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov Yitzhak Halevi Horowitz. Ça vous dit rien. Mais si je vous dis le José de Lublin, ça vous dit quelque chose. Le José de Lublin était une sommité, le voyant de Lublin, une sommité de la Halakha et du Talmud. Il est né en 1745 et il décède en 1815 à Lublin. Il aura 4 enfants qui tous seront rabbins. C'est un disciple du Maguide de Mézerich, et puis il va poursuivre ses études avec le Rav Shmeke de Nikolsburg, puis s'installera à Lublin, où afflueront des milliers d'élèves pour écouter son enseignement. Et parmi ces élèves, il y a là aussi déjà de véritables sommités rabbiniques pour l'époque. Par exemple, Rabbi Yaakov Rabinovitch, qu'on appelait le Saint juif. C'est aussi un titre honorifique qui n'est pas banal, qui signifie, qui nous montre qui était ce personnage. Rabbi Simcha Bonham de Pshicha, Rabbi Meir Dapta, Rabbi Shalom Rokeach de Belz. Rabbi Shalom Rokeach est le premier rabbi de Belz, de la Chassidoute de Belz, qui est extrêmement importante, notamment aujourd'hui à Jérusalem. Vous connaissez le Beth Knesset de Belz. C'est quelque chose de somptueux, d'absolument énorme. Et puis beaucoup d'autres encore. Donc vous dire que l'autorité du José de Lublin est considérable si des telles sommités viennent écouter son enseignement. Il a la réputation d'être un faiseur de miracles, bien, et il s'oppose à Lublin encore à une très grande sommité, mais qui est un mitnaged, qui est un lituanien, qui est résolument opposé au chassidisme et qui s'appelle Rav Azriel Horowitz. Il crée à Lublin sa propre synagogue qui est restée en fait le cœur de l'érudition à Lublin pendant des générations après sa mort. Cette synagogue a été détruite pendant la Shoah, il n'y a plus rien. Et quant à lui, un jour, après des hakafot de Simchas Torah, je ne sais pas ce qu'il a fait, est-ce qu'il a trop bu, je ne peux pas vous dire. En tout cas, il tombe par la fenêtre et il décède des suites de sa chute une année plus tard, le jour de Tisha B'Av. Il est enterré à Lublin et il a un arrière-petit-fils qui est aussi quelqu'un qui a fait parler de lui, malheureusement, qui n'a pas bien fini. Son arrière-petit-fils est le rabbi Kalonimus Kalman Shapira, qu'on appelle le Esh Kodesh, le feu saint, dire aussi la puissance de ses écrits. Et ce rabbi Kalonimus Kalman Shapira donnait des chiours dans le ghetto de Varsovie pendant la Shoah, et il a été assassiné par les nazis en 1943.
Alors, le José de Lublin a écrit 4 livres qui ont été réunis dans une compilation qui s'appelle Torah a José mi Lublin, la Torah du José de Lublin. Et on arrive maintenant au dernier de la première génération qui suit le Baal Shem Tov et le Maggid de Mézérich. Et là, je vais vous faire toute l'histoire jusqu'à l'époque contemporaine. Il s'agit de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Ça, vous avez tous entendu déjà. Et on rentre là dans la chassidoute de Chabad. Alors, les dates de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, c'est 1745-1813. On est toujours dans la même période, deuxième moitié du 18e au tournant du 19e. Il a 2 surnoms. On l'appelle le Alter Rebbe, le vieux rabbin, ou le Baal Atania. Baal Atania, on va tout de suite voir ce que c'est. C'est pas n'importe qui. C'est un descendant direct du Maharal de Prague. C'est un élève de Rav Dov Ber de Mézérich, le grand Maguide. Et à la mort de Rav Dov Ber avait environ 80 disciples. Et ses élèves vont partir s'égailler à travers toute l'Europe. Et Rabbi Shneur Zalman deviendra le chef des chassidim de Lituanie. Il est en Russie, hein, donc en Lituanie plus exactement, pas en Russie. Et un petit peu plus tard, il sera également le chef des chassidim de Biélorussie après le départ pour Israël de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Son mouvement s'installe dans un village qui s'appelle Lubiavici, d'où le nom Lubavitch, évidemment. Et alors, pourquoi est-ce qu'il va là-bas? C'est son fils qui va le pousser à se déplacer vers ce village de Russie, et fils qui sera également son successeur et qui s'appelle Rav Dov Ber Schneerson. En 1940, le quartier général du mouvement Lubavitch sera installé à Brooklyn. Ça, vous le savez, la maison, elle est connue, elle est très réputée. Mais on n'a pas terminé, hein. Ça, c'est ce qui se passe dans l'époque contemporaine. Rabbi Shneur Zalman de Liadi s'est fortement opposé à l'avance de Napoléon en Russie pour une raison très intéressante, c'est qu'il craignait, derrière les troupes de Napoléon, on emmenait dans les bagages tout l'état d'esprit de la Révolution française. Et la Révolution française, elle a supprimé la religion en France, vous le savez. Les églises ont été pillées, les synagogues aussi, mais les églises, on a touché à beaucoup. Et donc, il s'est fortement opposé à l'avance de Napoléon en Russie. Bon, en fait, ce n'est pas lui qui tenait les armées, vous connaissez l'histoire. Très intéressant, parce que ce ne sera pas toujours le cas. Rabbi Shneur Zalman de Liadi soutient l'installation de colonies juives en Israël, mais un Israël qui, à l'époque, est sous l'Empire ottoman. Mais il pousse à l'installation d'institutions Lubavitch en Israël. C'est intéressant parce que nous allons voir que les opinions vont considérablement changer par rapport à Israël et au sionisme. À 2 reprises, suite à des dénonciations de Mitnagdim, vous voyez que ça ne se passe toujours pas bien, hein, il est emprisonné en 1798 et en 1801. On l'accuse de fausses accusations. Bon, il est assez rapidement, ce sont des Mitnagdim de Vilna qui l'accusent. Il sera chaque fois assez rapidement libéré, et le 19 Kislev, qui est la date de sa libération de son 2e emprisonnement, est célébré jusqu'à aujourd'hui dans le mouvement Lubavitch comme le Rosh Hashanah chassidique des Lubavitch. Voilà. Donc une date importante pour ce mouvement. Alors, Rabbi Shneur Zalman, lui, va fonder une dynastie, une vraie dynastie. Les Chabad ou Lubavitch, appelez-les comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ça, Chabad? Lubavitch, on comprend, c'est un village, Chabad. Chabad, c'est un acronyme. Chabad, ce sont les premières consonnes d'un mot, de trois mots. Euh, et cet acronyme
définit l'horizon qui doit être celui de tout juif qui veut se montrer à la hauteur de la tâche qu'il doit remplir et qui lui a été conférée au Sinaï. Voilà, je répète, chaque juif a une fonction à remplir dans sa vie, dans son histoire, une fonction qui lui a été définie lors de Matan Torah au Har Sinaï. Alors c'est quoi Chabad? C'est Chochma, l'idée, la conception, l'intelligence. Bina, Bina c'est la compréhension. Et Da'at, c'est la connaissance. Ce Da'at, il est important. Parce que je vous ai dit que très souvent, le mouvement chassidique, il faisait passer un peu au second plan l'étude, mais les choses ont changé. Et Da'at, c'est un des principes, donc l'étude. Ces descendants de Rabbi Shneur Zalman de Liadi vont s'appeler Schneerson parce qu'avec les troupes napoléoniennes, il y a une obligation pour tous les citoyens de prendre un nom de famille, de choisir un nom de famille. Alors, il a eu un enseignement, évidemment, et il a écrit une œuvre essentielle, principale, qui est un traité de philosophie chassidique, qui s'appelle Likutei Amarim. Vous ne connaissez peut-être pas ce bouquin. Mais par contre, vous avez entendu parler du Tanya. C'est ce livre-là. On surnomme Likutei Amarim le Tanya, d'où Baal Tanya, qui est des dénominations de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Le Tanya est publié en 1797 et très largement étudié jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un livre de base dans la mouvance chassidique de Lubavitch. Et la popularité de ce livre, comme je vous l'ai dit, fait surnommer le Rav, le Baal, le maître du Tanya. Mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi travaillé sur les halachot, sur le Shulchan Arour, et il a édité un Shulchan Arour arabe. Alors, je ne peux pas vous en donner le contenu, ça, ce n'est pas mes compétences, mais c'est une étude mitzvah par mitzvah de ce qu'il y a dans le Shulchan Arour, avec une approche chassidique que je ne connais pas. Voilà. Il est enterré à Hadiach, en Ukraine, et il a donc donné naissance à une dynastie de tzadikim. Il y aura en tout 7 rabbis de Lubavitch. Aujourd'hui, on n'en a plus. Alors, le premier, c'est un fils, c'est ça une dynastie, qui s'appelle Rav Dovber Shneur. Rav Dovber Shneur, ses dates, c'est 1773-1827, on passe donc clairement dans le 19e. On l'appelle le Mittlerer Rebbe. Son père, c'était le Alter Rebbe. Ça, c'est le Mittlerer Rebbe, le rabbin du milieu, si vous voulez. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, essentiellement sur les différents... Alors, ça me dépasse, hein. Je vous dis simplement le contenu. Sur les différents états de méditation pendant la tfila, pendant la prière. Alors, voilà, j'ai parlé la semaine dernière avec un ami qui m'a dit, tu sais, dès qu'on aborde la mystique, c'est au-dessus du plafond de verre. J'y touche pas. J'y comprends rien et ce ne sont que spéculations. Donc, j'y touche pas. Je vous en donne juste le contenu que j'ai trouvé. Voilà, des méditations, les différents états de méditation pendant la tfila. Son œuvre essentielle est le Sha'ar HaYichud. Ça, c'est intéressant parce que il met entièrement l'accent sur l'unité qu'il y a entre Hachem, entre Dieu et l'univers. Donc Dieu et l'univers, c'est un tout intimement lié. Est-ce que Dieu contient l'univers, que l'univers contient Dieu? Je ne vous répondrai pas. En tout cas, voilà l'essentiel de sa pensée. Plus quelque chose de très concret. Ah, ça, c'est intéressant. Il incite les jeunes à apprendre un métier et à travailler. Voilà une leçon qu'on pourrait retenir. Elle est concrète. Voilà. Alors, il a un successeur, un de ses fils, qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek.
Ses dates, c'est 1789, mais il n'a pas fait la révolution, lui. 1866, alors, liens de famille sont intéressants. C'est un petit-fils du Baal Shem Tov, et c'est également un neveu et en même temps le gendre du Maguide de Mézérich. Et en fait, le Maguide de Mézérich avait une fille qui s'appelle Chana Chayamushka. Ça, c'est un prénom que vous entendez très souvent dans le milieu Lubavitch, on le reprend, et qui a donc épousé le fils de Dovber Shneo. Gendre et neveu du Maguide de Mézérich avec Chayamushka. Donc, il a publié des tchouvot qui s'appellent le Tzemar Tzedek, d'où son surnom, on l'appelle le Tzemar Tzedek. C'est un posek halacha majeur, lui aussi, donc quelqu'un qui tranche dans les questions de halacha. Il n'y en a pas beau, c'est pas très très courant, il faut vraiment très haut niveau pour être posek. Et il sera extrêmement actif en Russie pour lutter contre la Haskalah. Parce que la Haskalah, elle pointe le bout de son nez de façon très très violente et très active, encore un mouvement intellectuel ou philosophique qui va strictement à l'encontre et de la chassidoute et des mitnagdim. Et ça va d'ailleurs tellement loin, et ce sera le début de la fin de la guerre entre chassidim et mitnagdim, qu'il va joindre ses efforts à ceux de Rabbi Yitzhak de Volodjine, encore un nom que vous avez déjà entendu, sauf que Rabbi Yitzhak de Volodjine est un des chefs des mitnagdim. Quand ils verront que la chassidoute ne s'oppose absolument pas à un judaïsme halakhique et de stricte observance, le conflit va s'apaiser. Il y aura toujours une opposition jusqu'à aujourd'hui entre mitnagdim et chassidim, parce que c'est une conception philosophique différente, mais on n'aura plus la guerre qu'il y a eu à l'époque du Gaon de Vilna. On va jusqu'à dénoncer des rabbins chassidiques aux autorités, brûler des livres, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc, Rabbi Menachem Mendel. Son successeur s'appelle Rabbi Shmuel Schneerson. Ses dates, c'est 1834-1882. C'est le fils donc de Rabbi Menachem Mendel. On l'appelle le Rabbi Maharash. Et il a une devise qui est la Tchila Hariver. Passer par-dessus les obstacles, c'est-à-dire rien ne doit s'opposer à la diffusion de la chassidoute et à la pratique du judaïsme, d'un judaïsme orthodoxe, de stricte observance. Passer par-dessus les obstacles, quels qu'ils soient. Et il sera très actif pendant toute sa vie à défendre les intérêts des Juifs contre les lois, les mesures qui sont prises, antisémites, qui sont prises par le gouvernement tsariste. Parce que le tsar n'est pas très sympathique. Vous savez, là, je vous parle de 1882, la mort du Rav. Eh bien, 1882, c'est aussi les pogroms de Kishinev, qui sont le prélude à beaucoup d'autres pogroms qui auront lieu en Russie et en Ukraine. Voilà. Alors, il a un fils. C'est une dynastie. Il a un fils qui s'appelle Rabbi Shalom Dover Schneerson. Ses dates, c'est 1860-1920. Ah, ça y est, on passe déjà au XXe siècle. C'est le fils de Rav Shmuel et on l'appelle le Rabbi de Rachab. Alors lui, il va faire quelque chose qui n'existait pas encore dans le mouvement Lubavitch. Il va créer un réseau de yeshivot qui s'appelle Tomchet Mimim, qui existe encore de nos jours. Donc des lieux d'étude du Talmud. Les choses sont bien claires. Évidemment, dans une perspective chassidique, mais étude très sérieuse du Talmud. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que Rabbi Shneur Zalman de Liadi a incité à installer des colonies Chabad en Eretz Israël sous domination ottomane. Eh bien, lui, Rav Shalom Dover Schneerson, il est catégoriquement opposé au sionisme, qu'il soit laïque ou religieux. Et là, nous touchons du doigt, et vous allez voir que ça va encore changer.
Par rapport au problème d'Israël, dans la Chassidoute, on va avoir toutes sortes de positions qui ne sont absolument pas les mêmes selon les différentes cours. Aujourd'hui, mais on étudiera ça un peu plus en détail, on a le mouvement Lubavitch, on ne peut pas le qualifier de sioniste, non, mais peut-être de sympathisant, en tout cas pour le moins d'une absolue neutralité. À l'inverse, vous avez la chassidoute de Satmar, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, qui vont jusqu'à soutenir les Iraniens contre Israël. Donc, on n'est pas du tout dans le même esprit. On verra ça un peu plus en détail, mais pas ce soir. Voilà. Donc, lui, il est opposé au sionisme, qu'il soit laïque ou religieux. Il a rédigé des exposés sur la chassidoute qu'on appelle des Mahamarim. Et il faut dire que ces Mahamarim sont tout à fait essentiels pour comprendre la chassidoute. Mis à part le problème du sionisme, ça a été un grand personnage, mais il a eu un méchant accroc dans son histoire, pas personnel, mais l'histoire d'un de ses élèves, Rabbi Israël Landau, qui va se convertir au catholicisme et qui va surtout devenir responsable pour détecter les livres juifs qui doivent être censurés, tous les écrits hébraïques qui doivent être censurés par le tsar. Donc, pas un personnage très sympathique à nos yeux. C'est un élève de Rav Shalom Dover Schneerson et c'est clairement un échec patent. Voilà. Mais ça arrive. Voilà. Et puis, il a un fils unique, qui va lui succéder. Il s'appelle Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. On est toujours dans cette descendance Schneerson. C'est date 1880-1950. Là, beaucoup d'entre vous vont s'en souvenir encore. C'est le fils unique de Rabbi Shalom Dover. On le dit Rabbi Rayatz ou le Friedrich Rebbe, c'est-à-dire le rabbin qui a précédé le rabbi. Le rabbi, c'est le dernier rabbi de Lubavitch, le Friedrich Rebbe, le rabbin précédent. Alors lui, c'est une histoire compliquée. C'est le premier Lubavitch à se rendre aux États-Unis. Je vous raconte ça en détail tout de suite. Plus tard, pendant la Shoah, il s'installera aux États-Unis. Et c'est donc lui qui va fonder Brooklyn. Ces Mahamarim, ces exposés sur la Chassidoute, sont de deux catégories. Il y en a qui sont extrêmement longs, extrêmement compliqués et réservés vraiment à une élite. Qu'est une élite? Ce n'est pas tellement l'idée de la Chassidoute. Mais alors, justement, il va faire des Mahamarim beaucoup plus courts, beaucoup plus accessibles, pour que tout le monde puisse aller dans le sens des explications de la Chassidoute. Et puis, il fait autre chose. Il écrit un journal, et dans ce journal, il consigne une masse de récits chassidiques, de contes chassidiques, et ces contes chassidiques sont une formidable source de connaissances historiques, d'une part, sur l'histoire juive et sur l'histoire de Chabad. Vous savez, les contes chassidiques sont quelque chose d'absolument merveilleux, parce qu'à travers une petite histoire qui est mignonne et tout, il y a plein de messages moraux qui passent sur la relation qu'on doit avoir avec son prochain, comme l'histoire que je vous ai racontée de ce juif qui fumait le Shabbat. Voilà. Et puis, son histoire, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, est mouvementée. Ça n'a pas été simple. D'abord, il combat les bolcheviks pour préserver les Juifs de Russie. C'est, je vous ai dit, 1880-1950. Donc, 1917, c'est la révolution russe qui balaye tout ce qui est religieux et il va essayer de défendre les Juifs de Russie. Auparavant, il doit les défendre contre le tsar. En 1927, il est arrêté et condamné à mort pour propagation du judaïsme. 1927, c'est donc 10 ans après la prise de pouvoir par les communistes. Et alors, ce qui est très intéressant,
c'est qu'il y a eu des protestations dans le monde entier. Un petit rabbi de Lubavitch, là, dans le monde entier, à tel point qu'on va surseoir à son exécution et il sera libéré. Ça, c'est très intéressant quand même, parce que on est en Russie, c'est loin de l'Europe, c'est loin de l'Amérique. Et pourtant, il y a une levée de bouclier qui va se faire dans le monde entier pour sauver le rabbi de Lubavitch. Il est libéré et il va entreprendre une tournée mondiale. Vous vous rendez compte, on est au début du 20e, 1930. Et qu'il amène évidemment le premier Lubavitch qui arrive aux États-Unis, mais il est très déçu en Amérique par la laïcité qui y règne. Et là, c'est pas pour nous. Pas question qu'on s'installe dans ce pays. C'est un pays qui n'a pas de foi, qui n'a pas de principe. Et donc, il retourne à Varsovie avec ses chassidim. Quelques-uns qui étaient venus avec lui. Jusqu'en 1940. Ah ouais, en 1940, c'est une autre musique. Varsovie tombe entre les mains des nazis. Et là, il est en très, très grand danger. Alors, il va entreprendre une lutte désespérée pour se sauver et sauver ce qu'il peut de sa famille, pas tout le monde, vous allez voir. Il obtient, c'est donc un personnage connu, il obtient une immunité diplomatique et arrive en bateau à New York en mars 1940. Vous savez qui c'est qui a assuré la traversée du rabbi de Lubavitch pour New York en pleine guerre contre les Allemands? Vous le devinerez jamais. C'est l'amiral Canaris, le chef de la marine allemande, qui va assurer la sécurité de Josef Yitzhak Schneerson jusqu'à son arrivée à New York. C'est absolument incroyable. Cela dit, dans l'histoire, mais c'est une autre histoire, l'amiral Canaris n'était pas un nazi, c'était un soldat allemand, clairement. Il défendait l'Allemagne, c'est clair, mais ça n'était pas un nazi. Mais quand même, entre ne pas être un nazi et convoyer, assurer la sécurité d'un Rabbi Lubavitch jusqu'en Amérique, c'est quand même pas piquer des hannetons. Donc voilà, cette histoire-là. Les yeshivot de Chabad, évidemment, seront détruites, alors soit par les bolcheviks, soit par les nazis, au choix, ce que vous préférez. Par contre, ce qui est beaucoup plus malheureux, c'est qu'évidemment, énormément de juifs vont être massacrés d'une part par des bolcheviks déjà, et puis surtout après par les nazis. Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson va implanter le mouvement Chabad à New York, et sur son instruction, à l'inverse de son père, écoutez bien, c'est vraiment à l'opposé de l'opinion de son père, il demande la création de Kfar Chabad en 1948 en Israël. Kfar Chabad, qui est pas très loin de Tel Aviv, qui existe toujours aujourd'hui, sur l'injonction de Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, à l'inverse total des opinions de son père. Donc, on peut évoluer sur ce sujet-là et changer d'opinion. Voilà ce qui s'est passé pour Kfar Chabad. Alors, il a 3 filles. Une périra avec son mari pendant la Shoah. Je vous ai dit, il a sauvé ce qu'il a pu, mais pas tout le monde. Sa deuxième fille, ça c'est un nom que vous connaissez, Chayamushka. On a déjà vu une Chayamushka tout à l'heure. Et bien voilà une nouvelle Chayamushka qui va se marier avec Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le 7e et dernier rabbi de Lubavitch. Menachem Mendel Schneerson, ses dates c'est 1902-1994, donc c'est un monsieur qui est mort très âgé. Celui-là, tout le monde le connaît. Ce sera le dernier rabbi. En 1933, c'est l'accession au pouvoir de Hitler en Allemagne. Menachem Mendel Schneerson, pas Schneerson encore, quitte Berlin pour Paris. Et puis, en 1941, il part en zone libre, à Vichy, c'est le meilleur coin, et puis à Nice, et finalement, il va rejoindre son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, à New York avec son épouse. Et à la mort de son beau-père, il va devenir le rabbi de Lubavitch. Il y a une question terrible, c'est qui interpelle les chassidim, ou on interpelle les chassidim là-dessus.
C'est... non, je vais vous le raconter tout à l'heure. On va attendre un petit peu. Terminer le gros schéma de cette histoire. Bon, sous son impulsion, vous le savez, le mouvement va se développer considérablement. On va créer des institutions Chabad dans le monde entier, au point qu'aujourd'hui, on compte 1300 institutions Chabad dans 74 pays. Et quand je parle d'institutions, ce n'est pas simplement le sandwich qu'on peut acheter ou le repas qu'on peut manger chez les Chabad à droite ou à gauche. Mais c'est beaucoup d'autres choses que je vous explicite tout à l'heure. Il y a quelque chose chez Rabbi Menachem Mendel Schneerson, il parle de l'imminence de la rédemption messianique. Ça, c'est très important, c'est ce qui va marquer son règne, l'imminence de la rédemption messianique. Ben, il ne dit pas qu'il est Mashiach, pas du tout. Il dit on est dans une période pré-messianique. Vous ferez remarquer qu'on est très nombreux à dire ça. Et spécifiquement actuellement, avec les événements qui se passent, il y a quelque chose qui nous dépasse. Notre monde est en train de se bouleverser et nous avons un espoir très fort. Alors, qui c'est qui va lancer cette histoire du rabbi de Lubavitch qui est Mashiach? Eh bien, c'est un de ses disciples, un de ses élèves, qui s'appelle Shalom Dov Volpoki, qui a écrit un livre en 1984 où il accrédite l'idée que le rabbi Menachem Mendel Schneerson est le Mashiach. Et vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il était le Mashiach. C'est une idée très répandue. Après sa mort en 1994, vont se former deux camps, deux groupes à l'intérieur de Lubavitch. Appelez-les messianistes, j'aime pas parce que ça correspond à autre chose ici, ceux qui reconnaissent la messianité de Rabbi Menachem Mendel Schneerson et ceux qui ne la reconnaissent pas. Ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est une opposition philosophique, théologique, mais qui n'entraîne pas le mouvement, une dégradation du mouvement. On n'est pas d'accord sur ce principe-là, mais le mouvement Chabad continue et continue à se développer. Les factions rivales rentrent quand même en ligne de compte quand il s'agit du contrôle de Chabad. Et ça, c'est contemporain, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et je ne vous en dirai pas plus là-dessus, parce que c'est en train de se dérouler à bas bruit, parce qu'il fait quand même quelques années qu'il est décédé maintenant, et à un moment donné, on voulait que Rav Steinsaltz soit le rabbi de Lubavitch. Rav Steinsaltz, qui était aussi une sommité ici à Yerushalayim, il est décédé aujourd'hui, mais c'était un grand monsieur, il a décliné. Alors, l'enseignement du rabbi qu'on retrouve dans ses écrits et dans ses conférences porte sur 4 points. Il faut rassembler les points de vue opposés. C'est ce qu'on dit ici chez nous aussi, Ardout. Il faut rassembler les points de vue opposés et reconnaître chacun pour ce qu'il est. Il faut créer une maison pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Alors, je ne sais pas ce qu'il entend par là. Nous, on veut aussi créer une maison pour Akadosh Baruch Hu, mais c'est le Beth Amikdash. Et ça ne peut pas être autre chose que le Beth Amikdash. Ce qui est plus moderne, c'est qu'il faut faire correspondre, créer une union entre le monde moderne et l'histoire du judaïsme. C'est-à-dire que ce qu'il dit, le judaïsme n'est pas hors du monde, n'est pas hors du temps, il est de toute époque et en pleine modernité aujourd'hui. Et les deux, le monde moderne et le judaïsme, sont tout à fait compatibles. À telle enseigne que, quatrième point, la technologie, les technologies modernes ne sont absolument pas en contradiction avec la spiritualité. Et on l'illustre d'ailleurs parce que les Chabad se servent de toutes les technologies actuelles pour communiquer. Vous savez que un téléphone portable, l'ordinateur, tout ça, c'est interdit dans certains milieux. Pas chez Chabad. On se sert de toutes les technologies modernes pour diffuser le message du mouvement, que ce soit Internet, que ce soit le téléphone et toutes sortes d'autres technologies actuelles. Alors, autre différence fondamentale.
Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier Lubavitch, posait l'idée suivante que le rabbi ou le tzaddik, est opposé à l'idée que le rabbi ou le tzaddik est un intermédiaire entre le juif et Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, cette position qui refuse au tzaddik ce rôle d'intermédiaire entre le juif et Dieu va créer des oppositions au mouvement chassidique Lubavitch, des autres mouvements chassidiques, qui eux considèrent que le rabbi, le tzaddik, est un intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et le juif de base. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, non, n'est pas d'accord avec cette idée, c'est pas son idée, et ça c'était la base. Or, l'idée de Rabbi Menachem Mendel Schneerson, c'est juste l'opposé. C'est juste l'opposé. Lors de son premier sermon, après la mort de son beau-père, il va répondre par avance à une question fondamentale. Quelle est la question? Comment est-il possible qu'un juif qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu passe par l'intermédiaire d'un rabbi, ce qui est strictement interdit du point de vue halachique? Il n'y a pas d'intermédiaire dans le judaïsme. On n'a pas de curé chez nous. Chaque juif converse directement avec Hachem. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est interdit. Or, voilà, Rabbi Menachem Mendel Schneerson dit non, pas du tout, mais il répond par avance. Alors, je vous donne son explication. Je n'ai pas dit que je la fais mienne, je vous l'explique. Ce qu'il dit, lors du premier discours qu'il fait après le décès de son beau-père, tout de suite, au départ, il pose le problème et il dit que le rabbi, c'est l'essence et le contenu d'Akadosh Baruch Hu revêtu d'un corps. Et on trouve ça dans l'Ikutei Sichot, c'est un des livres du rabbi de Lubavitch. Et par cette explication, il dit que le juif qui s'adresse au rabbi pour intervenir auprès d'Akadosh Baruch Hu s'adresse au fond à une projection d'Hachem dans un corps humain. Je m'arrête là avec l'explication parce qu'on peut arriver très vite à des dérives qui sont terribles avec ça. Mais je n'ai pas les compétences. C'est le point de vue des Lubavitch, et c'est le point de vue en tout cas de Menachem Mendel Schneerson, que le rabbi est même pas un intermédiaire, un corps investi de la puissance d'Akadosh Baruch Hu, ou d'une parcelle de la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on dit que nous avons une âme et que notre âme est une parcelle d'Hachem. C'est un peu une idée similaire et que c'est à ce titre-là d'ailleurs qu'on doit respecter un corps d'un défunt parce qu'il a contenu une parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, je vous livre ça en brut. Si vous voulez plus de détails, il faut prendre des livres chez Chabad. Ce n'est pas mon domaine. Mais évidemment, c'est un débat philosophique et théologique extrêmement important et qui peut un petit peu chatouiller les oreilles. Et ce que dit le rabbi, il faut que, contrairement à ce que disait la philosophie Chabad de Rabbi Shneur Zalman de Liadi et des successeurs, eux voulaient limiter, surtout Rabbi Shneur Zalman, ils voulaient limiter la centralité du rabbi dans la vie du chassid. Le rabbi peut conseiller, il est là, on peut lui demander, il est là pour aider ses ouailles, mais il veut limiter son pouvoir par rapport à la communauté. Rabbi Mendel Schneerson dit juste le contraire. Il dit que le chassid doit penser que le rabbi est en permanence connecté avec chaque chassid et le guide par sa pensée.
Voilà, je vous le livre brut de coffrage pour plus ample explication. Il faut étudier la philosophie Chabad. Alors, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, après ce problème théologique et philosophique, c'est quand même un homme en prise avec la réalité et il s'engage dans différents domaines, notamment dans le conflit israélo-arabe. Alors, vous savez que Rabbi Menachem Mendel Schneerson n'est jamais venu en Eretz Israël parce qu'il partait du principe que s'il vient ici, il ne peut plus quitter le pays. C'est une Eretz Kadosh, il ne peut plus quitter le pays. Donc, je ne sais pas s'il a été un grand sioniste, mais certainement pas un anti-sioniste, certainement pas. Mais ça va plus loin. Il dit que toute concession territoriale, et là on rentre dans du concret, toute concession territoriale met en danger la vie de tous les Juifs en Eretz Israël et est donc interdite par la halacha. Toute concession territoriale est interdite par la halacha. On va transmettre ça à nos autorités politiques. Et chaque pourparler allant dans ce sens sont un signe de faiblesse qui encourage les attaques des Arabes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Menachem Mendel Schneerson. C'est quand même surprenant. Il s'investit également dans la politique américaine et soutient notamment, en 1980, la création d'un département américain de l'éducation et il insiste pour qu'on enseigne aux enfants de toute confession des valeurs religieuses par un cours sur les 7 lois noachides. Et ça, c'est une idée très très forte, parce que ces lois noachides sont des lois qui régissent l'humanité, vous le savez, et donc il demande cet enseignement dans toutes les écoles aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, si c'est fait ou pas fait, mais en tout cas, voilà son investissement dans la vie américaine. Et voilà, il y a encore une idée importante chez le Rabbi Menachem Mendel Schneerson. J'en parle un peu plus longuement parce qu'il est très contemporain, évidemment. Il faut accélérer la venue de Mashiach. Donc, il a dit qu'on est dans une ère pré-messianique, mais il n'a pas dit qu'il était Mashiach. Mais il faut accélérer la venue de Mashiach par ce qu'il appelle le Kirouv, c'est-à-dire le retour des Juifs vers l'orthodoxie. Il a un slogan, ou Faratza, tu diffuseras, tu raconteras, pour sauver les âmes juives de la laïcité. Il ne faut pas oublier qu'en Amérique, le judaïsme américain est assez folklorique. Donc il faut sauver ces âmes juives de la laïcité, mais pas seulement. Vous savez que les Chabad, où ils vont, essayent de récupérer des juifs en perdition, c'est toute leur philosophie, et c'est une philosophie extrêmement positive. Et voilà ce qu'il dit, et c'est très intéressant à noter. Même si vous n'êtes pas religieux, faites quelque chose, un petit quelque chose, une mitzvah. Elle a sa pleine valeur. Alors, celui qui dit ouais, pourquoi je vais aller mettre les tefilines, moi je prends la bagnole le Shabbat ou bien je travaille, peu importe. Non, ce qu'on fait, c'est positif. Et il dit la venue de Mashiach est basée sur le fait que les Juifs font de bonnes actions. Donc, on fait tout ou on ne fait pas tout, on fait un peu, mais il faut faire quelque chose. Et en faisant un petit quelque chose, on accélère la venue de Mashiach et on fait corps avec le peuple juif. Quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler, le professeur Alan Dershowitz, prof à la fac de droit de Harvard, c'est une sommité dans le droit, vous en avez souvent entendu parler dans différents procès, il déclare que la présence de Chabad sur les campus universitaires d'aujourd'hui est cruciale et que nous ne pouvons pas nous reposer jusqu'à ce que Chabad soit présent sur tous les principaux campus du monde. C'est une forte parole. Ça veut dire que peu importe le niveau de piété de chacun, mais Chabad réunit les éléments épars du peuple juif pour faire un seul peuple. Et je vous ai dit tout à l'heure les institutions.
Alors, c'est évidemment les restaurants que vous connaissez, mais ce sont des camps de vacances, des publications, Internet. Ils sont sur tous les fronts. Voilà. Quant au financement, ça pose une question, le financement. Eh bien, figurez-vous que le financement n'émane jamais du siège à Brooklyn. Le financement est entièrement assuré par la communauté où se situe l'institution Chabad ou par les quêtes d'argent effectuées par les shlichim eux-mêmes, les délégués de Chabad. Je vous garde encore 5 minutes parce que je voudrais vous raconter encore une histoire à propos de Chabad. C'est la bibliothèque des Schneerson. Vous avez entendu parler de cette bibliothèque, je vous raconte cette histoire. Alors, c'est un fonds public de livres et de manuscrits qui a appartenu à Rabbi Yitzhak Schneerson, l'avant-dernier rabbi de Lubavitch, qui est constitué de 12 000 livres, 50 000 documents et environ 400 manuscrits. Donc c'est une immense bibliothèque de livres Kodesh, évidemment, et de documents Kodesh. La collection a été réunie, rassemblée depuis la fin du XVIIIe siècle en Biélorussie, par les différents Rebbe Chabad au fur et à mesure des générations. Longtemps, cette collection a été gardée à Lubavitch, donc dans la ville. Et puis, au début de la Première Guerre mondiale, le fonds a été mis à l'abri dans la bibliothèque d'État russe. Au début de la Première Guerre mondiale, nous sommes à l'époque du Tsar encore. Sauf qu'en 1918, c'est les bolcheviks qui arrivent au pouvoir. Les bolcheviks qui vont nationaliser cette collection. Bien, elle est nationalisée, mais le Rebbe avait réussi à faire partir environ 25 000 pages de manuscrits vers la Pologne. Et puis arrivent les nazis. Ces 25 000 pages de manuscrits sont envoyés par les nazis en Allemagne et finalement rapatriés à Moscou en 1945. Ce sont des documents très précieux parce qu'ils sont extrêmement rares. Donc, ils sont rapatriés à Moscou en 1945 et une petite partie était sortie de l'Union soviétique dans les années 30 par Rabbi Yitzhak Schneerson qui avait réussi à les envoyer en Amérique. Mais c'est une petite partie. Voilà, alors ça avait été transféré aux USA et on avance dans l'histoire. Après la chute de l'URSS en 1989, Chabad USA réclame la restitution de cette bibliothèque et son transfert aux États-Unis. En août 2010, le tribunal fédéral américain confirme les droits de Chabad sur ce fonds qui est conservé à la bibliothèque d'État russe et aux archives de l'armée. Et puis, en juin 2012, qu'on est tout à fait contemporain, le ministre russe de la Culture décide du transfert de ce fonds, c'est environ encore 6 000 livres, au musée juif et de la tolérance à Moscou. 2010. Entre-temps, il s'était passé quelque chose ici. Il s'était passé quelque chose. Monsieur l'inénarrable Premier ministre israélien Ehud Olmert a rendu gracieusement aux Russes une église, un couvent, un hôtel au Migrash Haroussim, là où il y avait la Ganat Teva à Jérusalem. Un magnifique ensemble de bâtiments que les Russes réclamaient à Corée-Acri, qui appartenait à Israël, mais c'est vrai que c'est les Russes qui l'avaient construit. Mais quand il a rendu ça, rien ne l'empêchait de dire, OK, d'accord, mais vous nous rendez cette collection de Lubavitch. Ah ben non. Ah non, un grand monsieur, un grand prince, il donne aux Russes, qui ont dit gentiment merci. C'était l'occasion de récupérer cette collection, qui est toujours encore en Russie. Et qu'est-ce qui se passe en Russie? Il y a un procès en Amérique. La Russie est condamnée à payer 50 000 $ par jour de retard pour n'avoir pas rendu cette bibliothèque.
qui évidemment se trouve toujours encore en Russie, dans le musée juif et de la tolérance à Moscou. Et c'est une très grande collection de grande qualité. Ça, c'est aussi la collection des Lubavitch, la collection de Rav Schneerson. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. J'en ai pas fini avec la Chassidoute, parce qu'on a encore plein de choses à raconter. Mais là, je vous ai fait un gros morceau. Ce soir, c'est Chabad. C'est vraiment intéressant. Pour plus ample informé sur leur philosophie, vous allez contacter Chabad. Il y en a beaucoup, même à Jérusalem, et pourront vous expliquer ça en détail. Si vous avez des questions, j'essaie de répondre. Merci, Georges. Yéhi donnez-nous, Morenu Rabbeinu, Georges Spira. Ezrat Hashem. Et, et ces 50 000 $ dont tu parlais, quoi, ils sont vraiment payés par la Russie aux États-Unis, non? Rallume ton micro, attends. Voilà, j'ai rallumé ton micro. Hein? Ils n'ont jamais été payés. Ah, ok, d'accord. Okay. D'ailleurs, Poutine, il avait dit quelque chose, hein, quand on a réclamé ça. Il a dit que le gouvernement bolchevique a confisqué ce fonds en 1918 et le gouvernement à l'époque était composé, c'est Poutine qui le dit, de 85% de juifs athées guidés par une fausse idéologie et qui avaient arrêté et réprimé tous les adeptes du judaïsme, du christianisme et de l'islam sans faire de différence. Voilà ce qu'avait dit Poutine. C'est pas tout à fait faux, hein. Mais il n'empêche que c'est véritablement une spoliation, hein. Une vraie spoliation. Merci. Est-ce que je peux dire quelque chose? Avec plaisir. Bon, d'abord, oui, il y a eu un procès d'ailleurs concernant la bibliothèque. Oui. Et c'est le rabbin Louis Jacobs qui est devenu Massorti, qui était orthodoxe, qui est devenu Massorti, qui a témoigné au tribunal et qui a prouvé que la bibliothèque appartient au mouvement et pas au rabbi. Oui, mais ça, ils le savent, les Russes. Tout simplement, c'est une spoliation. Ils ne veulent pas rendre cette collection. Oui. Bien sûr. D'ailleurs, ce n'est pas le rabbi qui a fait un procès, c'est le mouvement qui a fait un procès. C'est le mouvement qui a fait un procès. Absolument. Oui. Absolument. Maintenant, il y a Lubavitch, comme tu as dit, il y a Kfar Chabad, et maintenant, apparemment, quand ils se marient, la yeshiva, quand les garçons se marient, ils ne restent au kollel qu'1 an après le mariage, et après, ils doivent travailler. Oui. Que ce soit la shlichut, que ce soit quoi que ce soit, et il y en a beaucoup qui joignent l'armée. Mais je ne suis pas surpris du tout. C'est dans l'esprit de Lubavitch. Je l'ai dit tout à l'heure, le troisième rabbi non, je qui sais, disait parce que qu'il j'ai faut une amie apprendre qui un est très... métier et travailler. Et d'ailleurs, j'ai vu la semaine dernière que le mouvement Lubavitch a ouvert une école près de Beersheva, une école de préparation militaire, où on étudie évidemment, mais on se prépare également à partir à l'armée. Oui. Et on se bouscule pour y aller, dans cette école. Oui. Parce que je sais qu'à Tunis, il y a eu un couple qui est venu. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont ouvert une école, etc., etc. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus Lubavitch, d'ailleurs. Ah, mais ils font un travail formidable. Nous, on a reçu un jour à Colmar, il y a eu au moins une trentaine d'années, un jeune couple, alors vraiment un jeune couple. Ils étaient d'une famille extrêmement aisée en Amérique. Ils se sont installés à Tchernobyl, à côté de Tchernobyl, dans des conditions que vous n'imaginez pas, avec 2 enfants. Pas de vitres à mettre aux fenêtres, donc il fait froid là-bas, vraiment froid. Ouais. C'est du carton. Ils ont essayé d'aider les gens, leur apporter à manger, leur donner un enseignement. Ils sont restés plusieurs années là-bas, un tout jeune couple, habitué aux standards de vie américains, et en plus, le mari était issu d'une famille extrêmement riche en Amérique. C'est fabuleux, franchement, ils méritent le respect. Maintenant, leur théologie, leur philosophie, c'est un autre problème. Moi, je ne conteste rien du tout, je ne la connais pas et ça me dépasse, hein. C'est trop mystique pour moi. Voilà, mais elle est certainement respectable, mais ils font un travail phénoménal pour le judaïsme dans le monde. Oui, et comment? Ah oui, Moi, clairement. il y a longtemps, j'ai passé un Shabbat à
à Kfar Chabad avec une amie quand je suis arrivée la première fois en Israël en 1968. Elle m'a fait passer le Shabbat avec elle à Kfar Chabad. Et vraiment, ils ne jugent pas comment tu es habillé, qu'est-ce que tu dis. Non, Ils ne te jugent pas. C'était formidable. c'est le kirouf. C'est Ouais, aussi le hardout. Et prendre ouais, les juifs comme ils sont et les laisser comme et les accepter tels qu'ils sont. ouais, Et ça, c'est vraiment très remarquable. C'est vrai. ouais, ouais. Georges, tu m'entends? Tu Oui. m'entends, non? Juste, il y avait une histoire des deux frères que j'ai oubliés, j'arrive pas à me souvenir, entre Zouchar et son frère. Oui. Il y a eu une histoire de ces deux frères. Ça te parle? Oui, ça me parle, mais je vais te dire, je ne Oui. peux pas rentrer dans tous les détails parce que sinon on en a pour 1 an et demi pour chaque cours chassidique. Je vais essayer de résumer un petit peu. Oui, oui, il y a pas eu une rivalité. Ils sont partis sur aussi une philosophie un peu différente l'un de l'autre, effectivement. C'est vrai. Mais il y a beaucoup d'histoires à raconter. C'est une histoire sans fin, la naissance du chassidisme. Il y en a encore beaucoup de choses, hein. Sinon, je vais vous noyer, hein. Déjà, comme ça, je me fais engueuler qu'il y a trop de détails, n'est-ce Il faut pas? que je retrouve. Je vais retrouver cette histoire. Il faut que je retrouve cette histoire. Certaines Oui, personnes à l'écran qui me font un salut de la main, qui disent oui, 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 il y a trop de détails. Alors, je ne vais pas aller trop loin quand même, mais non, c'est passionnant. il y a Mais plein d'histoires. Vous il y a eu savez, l'histoire des Zouchas, c'est pas Chabad, hein. Non, c'est pas Rabat, ah non, bien sûr que non. mais son frère, oui. Oui. Ton frère, oui. C'est là qu'il y a eu une divergence de. Mais il Mais y avait une pas histoire amusante entre les deux frères, mais j'arrive pas à me souvenir. Ouais, Quand ça, je ne me j'étais. rappelle pas. Ouais, Je ne peux enfin, pas je vous sais pas dire. grave. Ça, je ne sais pas. Mais des Oui, histoires, il y en a plein. Si vous lisez les contes racidiques, franchement, c'est une mine c'est vrai. de leçons, de bonté, de morale, de tolérance. C'est vrai. C'est vrai. Alors après, les points de vue théologiques ou philosophiques, je ne rentre pas là-dedans. Ce n'est pas mon job. Oui, Georges, j'ai quelque chose à dire. J'ai une Oui, grande amie qui est Rabat, qui était française et qui est partie aux États-Unis, qui est devenue Rabat avec son mari. Il lui était d'origine argentine et ils ont vécu pendant très longtemps à New York, à côté du rabbi. Et le rabbi les a envoyés en Israël en tant que shlichim, oui. sionistes. Attention, Shlichim en Ah, Israël, ce n'est pas forcément du sionisme. C'est pour ah, travailler avec les Juifs un petit peu éloignés du judaïsme qui sont en Israël, au même titre qu'ils viendraient en France ou ailleurs. ah, d'accord. Maintenant, je ne veux pas trop m'avancer. Certains d'entre eux sont sionistes. Il y a aussi des options individuelles, personnelles. Je ne crois pas qu'on puisse dire que le mouvement Lubavitch soit un mouvement sioniste. Mais ce qui est certain, c'est que ça n'est pas un mouvement anti-sioniste. Anti, bien sûr. Mm. Alors qu'il y a des mouvements chassidiques qui sont résolument opposés au sionisme et qui nous font la guerre. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ce sont aussi des mouvements chassidiques. Genre, si je me permets, Oui, je je crois que t'en prie. je crois que dans la théologie Chabad, pas le dernier, mais l'avant-dernier ou le grand-père, il y a deux générations. Il y a, oui, des écrits assez virulents qui sont très proches de Satmar. Aujourd'hui, c'est pas le cas au niveau pratique. Comme tu as dit, beaucoup de Chabad vont à l'armée. Mais au niveau théologique, il y a eu des Admourim qui avaient des mots qui étaient très proches de Satmar. Donc, C'est l'avant-dernier rabbi de Satmar qui était résolument opposé au sionisme, laïque ou religieux. Résolument opposé. oui. Et après, bon, voilà, chacun a développé sa propre. Mais tu as raison, tout à fait. Tout à fait. Je sais pas s'ils avaient. Je pense pas que Lubavitch aille jusqu'à aller flatter les Iraniens en disant il faut absolument détruire Israël, ce qui s'est passé avec les Satmars. Hein, c'est quand même, ils sont allés très très loin. Hein. Ils sont allés être des mosrim contre le sionisme. C'est quand même très grave. Alors, c'est pas ça. Voilà, il y a l'idée que Moshiach, il viendra pas par la force, il viendra pas de toutes l'idée de ceux qui sont non sionistes, mais non sionistes et anti-sionistes, c'est une marge. Encore une fois, je veux
pas trop rentrer dans le détail. D'abord, j'en ai pas la compétence. Et puis, c'est assez compliqué parce que finalement, chaque génération de rabbis a une approche un peu différente. Quand on pense que le premier a demandé qu'on installe des institutions Chabad en Eretz Israël sous domination ottomane, que en 48, le rabbi a demandé la création de Kfar Chabad, c'est pas vraiment antisioniste non plus. Je ne sais pas si c'est sioniste, mais ça n'est pas antisioniste. Certainement pas. Georges? Oui, Oui. Ben, je reconnais personnellement tous les mérites que tu as évoqués de ce mouvement, mais je dois te dire, c'est un aspect que tu as un peu évoqué, par certains côtés, il me gêne beaucoup. J'étais dans la maison du rabbi à Brooklyn. C'est très intéressant. Mais il y a la tombe, et puis alors, les jeunes Lubavitch qui étaient là-bas, ils nous disent, vous savez, c'est sa tombe, hein, mais il n'est pas là, il n'est pas là, il est vivant, il est vivant. Alors, on nous refait le coup de Jésus. Attention, attention, pour certains, on n'est pas très loin du christianisme primitif. Alors là, on est un peu loin du judaïsme, malgré toutes les bonnes paroles qu'il nous donne par oui, ailleurs. alors, je sais ce que tu veux dire, André. D'abord, j'ai dit que le mouvement s'est scindé en deux à la mort du rabbi entre ceux qui le reconnaissaient comme Mashiach et ceux qui ne le reconnaissaient pas. Et après, oui, il y a plein de dérives, mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Je ne les comprends pas, je ne les connais pas suffisamment. Je sais très bien ce que tu veux dire, j'en parlerai volontiers avec toi, mais pas à l'écran. Ok. Pas à l'écran. Mais Et en passant, Kishinev, les pogroms, c'est 1903, si je ne me trompe pas. oui, mais Et non il y en pas a eu. Oui, en 1882, j'ai mal dit, tu as raison, c'était les lois de mai 1882 qui ont été terribles pour les Juifs. Et puis il y a eu des pogroms dans d'autres régions Et aussi. d'autres pogroms, absolument. Oui, Kishinev, c'est 1903, tu as raison. Erreur de ma part, c'est juste. Mais 1882, c'est les lois de mai qui ont été abominables, qui ont provoqué d'ailleurs le départ vers l'Amérique d'environ 20-25 000 Juifs russes. Ça leur a peut-être sauvé la vie. Ah, probablement, probablement. Voilà. Mais encore Georges, une fois, moi, je ne veux pas rentrer dans les problèmes théologiques ou philosophiques des Chabad. Je ne les connais pas, je n'ai pas étudié la philosophie Chabad et je ne crois pas que je m'y mettrai de sitôt. Moi, je sentais juste cette proximité avec les débuts du christianisme, mais je n'aimais pas du tout. Tu sais, le fait de ce qu'a dit Rabbi Menachem Mendel Schneerson, quand il dit que le Rabbi est une projection d'Akadosh Baruch Hu enveloppée d'une enveloppe humaine, Ouais, et ça j'arrête ressemble. là, je n'irai pas plus loin, mais voilà. Ouais. Mais probablement, moi, je n'ai pas étudié sa philosophie, donc je ne veux pas aller plus loin que ça. oui, d'ailleurs, il y a un schisme entre les méchéristes et les non-méchéristes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure, absolument. Il y en a qui vont plus loin, mais je veux pas y aller, je veux pas arriver là-bas. Mais il y en a d'autres qui sont très prudents, hein. C'est-à-dire, ils ont bien compris que ça choquait beaucoup de gens. Et ils Ouais. évitent d'en parler aussi. Non, je vais te dire, André, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que d'abord, je n'ai pas lu les écrits du Rav, je ne connais pas cette C'est pas philosophie, lui, et c'est pas ensuite, je lui, hein. dois... Il a Non, laissé- je sais, ce sont ces... Oui, oui, c'est vrai. Et ensuite, je trouve que quand même, globalement, le Chabad fait un travail formidable, et je ne te parle pas des C'est beefsteaks vrai. qu'on peut manger au fin fond du Groenland, hein. Je parle Ramasser tout à des fait gens autre dans les chose, hein. cités, Ouais, c'est À vrai. dans les Paris, ils vont dans les cités, quartiers, dans certains les quartiers, ils cités. regardent les noms sur les sonnettes, et quand ils repèrent un nom qui est juif, ils sonnent, ils essayent de raccrocher. C'est vraiment un travail fabuleux. Alors oui, on peut dire c'est sectaire, c'est ceci, c'est cela, Et etc. On quand veut. ils se trompent, ils obligent certains goy à mettre des films. Mais C'est pas globalement, il tranquille. faut franchement un travail extraordinaire pour essayer de rapprocher les gens du judaïsme, et ça, je le respecte profondément, parce que c'est vrai, Absolument. c'est pas un travail facile. Et parler de ce couple de jeunes Américains qui étaient en Ukraine, mais dans des conditions, mais c'est abominable, abominable. Et tout ça pour rapprocher des Juifs du peuple juif. C'est quand même un travail qui est éminemment respectable, et voilà, c'est tout. Voilà. Oui, Georges, moi qui ne parle pas le yiddish, je l'appelais aussi le Frédéric Rabin. Oui.
Oui, c'est marrant. D'ailleurs, ils ont tous une appellation secondaire qui émane soit de leur bouquin, soit leur position dans la dynastie. Mais enfin, voilà. Pour le moment, nous n'avons pas de rabbi de Lubavitch. Non, Parce que ils ont dit Rabbi qu'il n'y en aura Menachem pas. Mendel Schneerson n'a pas eu d'enfant. Hein. À hauteur, elle m'a J'ai dit. Ouais. oublié de le préciser. Non, ils ont dit de toute façon qu'après le 7e, c'est fini, il n'y en a pas. Ah Après la 7e génération, ouais. D'accord. il n'y aurait pas d'autres. Bon. Alors, on fera ça, le mouvement continue. Le mouvement Ah, ça continue. continue, oui. Ouais. Oui, oui. Comme les Breslaves, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Toda On s'en Rabba, merci beaucoup, Georges. Avec plaisir. Bonne Alors, semaine. on ne se revoit pas dans 15 jours, mais dans un mois, les amis. En attendant, je vous souhaite quand même Chag Sameach pour Shavuot. Shavuot. Pour Yom Yerushalayim. Et pour Yom Yerushalayim, c'est avant. Et Rag Besorot Tovot pour tout le monde. Et on espère que nos soldats vont Amen. tous en santé, nos otages également, et que tout le monde rentre à la maison le plus vite possible.